Bonjour à tous, c'est Vincent Pavanello, fondateur de la Maison des Mandataires. Je suis ravi de vous retrouver pour ce premier épisode d'un nouveau format que nous lançons aujourd'hui avec Benoît, que je vais vous présenter juste après. Ce nouveau format, il est très simple, il parlera à tous, c'est dans la tête d'un top vendeur. Et comme son nom l'indique, nous allons interroger une dizaine de mandataires aux performances exceptionnelles, exceptionnelles dans leur volume et exceptionnelles aussi dans la durée. C'est des gens qui performent d'année en année sur longue période, pas un miracle de quelques mois ou d'une seule année. C'est le cas de Benoît, encore une fois, que je vais vous présenter. Et on est ravis donc de recevoir comme premier invité, quel honneur tu nous fais, Benoît Maton, Safety, meilleur vendeur Safety. C'est ça. En tout cas pour 2021, ouais. Pour 2021. Chaque année, les titres sont remis en jeu, mais les meilleurs vendeurs lors d'une année exceptionnelle pour la profession, c'est encore plus valorisant. Donc bravo à toi, tu auras merci de me recevoir. L'occasion. Et on est absolument ravis d'être avec moi et d'être dans les locaux de la Maison des Mandataires. Ouais. C'est aussi quelque chose qu'on voulait. On n'est pas très loin géographiquement, tu auras l'occasion de l'expliquer. Donc on est ravis. Donc toujours, on va essayer de faire cette interview en deux temps. D'abord, je vais interroger un peu Benoît, le mandataire, le conseiller immobilier, ton parcours, tes astuces. Évidemment, c'est ce qui intéresse les gens, les techniques de prospection, la façon dont tu utilises ou non le digital. Ouais. Et puis dans un deuxième temps, je vais interroger plutôt le Benoît, l'entrepreneur. Pardon pour cette schizophrénie à laquelle je t'invite ou à laquelle je te contrains, mais on parlera plutôt des qualités pour toi importantes d'un entrepreneur, comment on réagit à une mauvaise nouvelle, comment on reste focus, bien sûr, alors qu'il y a plein de tentations et de stratégies possibles. Ouais. Et je pense que cette partie intéressera aussi beaucoup les gens qui nous écoutent. Donc, entrons dans le vif du sujet. Benoît, je te donne la parole pour te présenter. Ouais. Nom, prénom, âge, profession, on la connaît déjà. Allez. Et où est-ce que tu exerces tes talents? Exactement. Bon, et ben voilà. Donc Benoît, je travaille donc pour le réseau Safety depuis décembre 2012, mais j'ai officiellement attaqué en 2013. Donc je vais sur ma 10e année. J'ai 37 ans. J'ai commencé l'immobilier quand j'en avais 28. Je viens pas du tout du milieu de l'immobilier puisque auparavant j'étais dans l'hôtellerie. J'ai un master en hôtellerie management que j'ai fait en Angleterre en plus. Donc voilà, je travaille sur la ville d'Asnières-sur-Seine, donc je suis juste derrière chez vous, on est à un quart d'heure, 20 minutes, c'est la première couronne banlieue parisienne des Hauts-de-Seine. Ouest. Voilà, donc Paris-Ouest plutôt, oui exactement, plutôt l'Ouest parisien, ville de 80 000 habitants, plus de 80 agences immobilières, un secteur très concurrentiel. Et donc je suis mandataire dans cette commune depuis 9 ans, voilà. En gros. Et je suis pas originaire de cette ville-là. Oui, ça aussi. Alors moi, je suis corse à la base, je suis né à Bastia, et je suis arrivé à Paris en rentrant d'Angleterre. Donc c'était il y a 13-14 ans, et ça fait 12 ans que je suis sur Asnières et bientôt 10 ans dans l'immobilier en général. Voilà. Très clair. J'imagine que quand tu es arrivé, c'est la première question que j'ai envie de te poser, quand tu es arrivé sur le marché à Asnières en 2012, il n'y avait peut-être pas 80 agences, mais il y en avait déjà un certain nombre. Oh, il y en avait pas mal, oui. C'est surtout des mandataires qui avaient beaucoup moins, quoi. Il y avait beaucoup moins d'indépendants. Mais c'était déjà très concurrentiel. Asnières, on peut le dire, est un bon marché, là où le prix de l'immobilier est plutôt élevé, avec pas mal de transactions. Donc, oui, en plus, c'est relié avec le métro, donc ça plaît pas mal. Les métros parisiens, il y a la ligne 13, il y a la gare Saint-Lazare qui connecte à la Défense, donc voilà. Le prix de l'immobilier à Asnières, peut-être moyen? Alors, la ville est grande et les quartiers sont très disparates, mais on est plutôt à 6 000 € du mètre carré moyen. Si je prends les quartiers un peu plus populaires, mais sur les quartiers les plus haut de gamme, on peut arriver à 8 500, voire 9 000 pour les derniers étages, les très beaux biens. Donc c'est plus cher que d'autres grandes villes en France. Oui, voilà. Ça reste une ville de la région parisienne très très dynamique. Alors comment, quand on arrive dans un marché aussi concurrentiel, en 2012-2013, on fait la différence? D'abord, est-ce qu'on l'a fait tout de suite, la différence? Exactement. Oui, ça prend du temps et c'est ce que je dis souvent à mes équipes que je développe. Rome, c'est pas fait en un jour. Et forcément, la notoriété du réseau maintenant est plutôt connue, mais au démarrage, déjà la profession n'était pas totalement reconnue. Pas mal de concurrents, bien sûr, nous voyaient comme des rivaux et on n'était pas forcément aidés. On passait un petit peu pour les gens. On n'est pas les professionnels, on n'est pas légitimes. C'est des gens en reconversion, c'est des boulangers qui se reconvertissent mais qui sont pas agents immobiliers. Bon voilà, on est un peu face à tous les clichés, mais la notoriété se construit avec le temps, donc. Voilà, moi j'y suis allé step by step. Quelques transactions, voilà, première année assez modeste pour ma part en tout cas. Combien de transactions peut-être? Moi je crois que j'avais fait 7 ou 8 ventes la première année, ce qui est déjà très bien. Et puis j'ai eu la chance ou le travail, je sais pas, mais de faire ma première vente au bout d'1 mois et demi. Donc généralement quand on se lance dans la profession, c'est vrai qu'on se dit toujours il faut avoir une autonomie entre 6 mois, 1 an pour commencer à avoir des résultats.
Moi, ça allait arriver plus vite. Je sais pas pourquoi, mais après, j'étais assez motivé et j'avais envie de tout arracher. Donc forcément, je suis rentré dans le métier. C'était pour réussir et j'avais pas envie de retourner dans mon ancien job. Et étant donné que j'avais une autonomie financière qui était réduite, j'avais pas le choix. Il fallait que je me condamne à réussir, sinon c'était fini. On parlera un peu de la motivation et des moteurs. On en parlera dans la deuxième partie si tu veux bien. Si je reviens à des choses encore plus concrètes, les premiers mandats, comment on les obtient? Ouais, premier mandat, moi c'est vraiment la pige. Ouais, j'ai appliqué la méthode qu'on m'a enseignée, c'est-à-dire voilà, alors prospection physique bien sûr, mais on sait très bien que la prospection physique ça prend du temps et ça paye pas immédiatement. C'est plutôt semer pour récolter plus tard. Non, là c'était, il fallait du mandat rapide et donc c'était de la pige, donc des gens qui étaient déjà en vente. Mais après, il fallait les convaincre de passer par nous plutôt que par eux-mêmes et donc c'était quoi, 2 heures de pige par jour? T'avais une sorte d'organisation? Je faisais toute la pige de la journée en fait, donc c'était pas forcément, il n'y avait pas une horaire, mais on avait des alertes tous les jours des nouveaux biens qui rentraient, et du coup je les prenais, je les appelais et voilà. Donc oui, j'ai pris des portes, j'ai pris des noms, j'ai eu des oui, et j'ai su transformer les oui en mandats et les mandats en vente. Donc après, de fil en aiguille en fait, petit à petit, voilà. L'oiseau fait son nid. C'est ça. Et donc, cette stratégie de prospection basée à la fois sur la pige et sur la prospection physique, disons des techniques assez rudimentaires, assez classiques. Oui, c'est ce que toutes les agences apprennent par rapport. J'ai pas de secret. Hein, évidemment. Tu les as mis en place pendant combien de temps? Et à partir de combien de temps t'as pu passer à d'autres canaux? Oui. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas été ultra fan de la pige, mais je pense peut-être comme beaucoup des gens qui vont nous écouter, on n'aime pas se faire engueuler ni se faire envoyer chier, c'est sûr, pour parler clairement. Moi, j'ai fait ça pendant 6 mois, le temps de générer mes premiers mandats, mes premières ventes, et après derrière j'ai de suite basculé sur une autre type de prospection qui était la prospection prescripteur, la prospection vendue, donc tout ce qui est bien vendu, voilà, le truc classique quoi. Et surtout je me suis concentré sur un quartier précis pour être le référent de ce quartier-là. C'est un quartier de Asnières. Ouais, c'est un quartier d'Asnières. Qui comprend combien d'habitants le quartier en l'occurrence? C'est 1500 boîtes aux lettres généralement, donc voilà. Ouais, j'imprime 1500 flyers, je les passe, et quand j'ai terminé, je sais les rues que j'ai fait et je m'arrête là. Et généralement, j'essaie de cibler sur des immeubles ou des quartiers où je sais que les biens peuvent se vendre facilement parce que ça plaît quoi. Voilà, je fais attention à ça. Et bien sûr, on écarte les logements sociaux puisque on sait que c'est pas des propriétaires, mais des fois, quand quelqu'un débute dans la profession, il peut être amené à prospecter un immeuble type HLM, puisque tu sais très bien que dans certains programmes, il y a toujours une partie HLM. Il faut juste savoir les distinguer pour pas perdre son temps et pas perdre de flyers là-dessus. Mais bon, sinon, voilà. En gros. Technique classique, alors faut pas tomber. Non, mais alors juste peut-être un point, parce que parfois les gens, quand ils entendent des conseillers qui ont bien réussi comme toi, avec des techniques relativement simples, ils pourraient être tentés de se dire oui, mais c'était le marché qui était favorable. 2013, 2015, c'est pas un très bon marché. C'est pas un très bon marché, mais ce que les gens se disent, c'est que c'était encore plus compliqué pour nous parce que maintenant, les réseaux de mandataires ont un peu plus de crédibilité, sont reconnus. Et moi, je le vois à titre personnel, c'est pas parce que j'ai les résultats que j'ai aujourd'hui. Les gens valident beaucoup plus la profession qu'avant. Alors qu'au début, ouais, je te disais, les gens disaient ah ouais, mais vous n'êtes pas une agence, vous n'avez pas de bureau, on vous voit pas, vous êtes qui? Et forcément, quand on arrivait en estimation, le concurrent derrière qui était en agence disait ah oui, mais eux ils ont pas de bureau, ils sont pas forcément diplômés, etc. Et finalement, c'était un arbitrage que le vendeur devait faire au mandataire d'avoir la persuasion de le convaincre que malgré tout, il y avait un intérêt de travailler avec moi. C'est ce que je suis arrivé à faire, bien sûr. Mais bon, c'était plus difficile pour nous les mandataires qu'auparavant, que maintenant, même si on pourrait dire il y a plus de mandataires aussi sur le marché qu'avant. Mais après, c'est comme dans tout, les marchés sont concurrentiels un petit peu dans tous les secteurs, et c'est ceux qui vont être appliqués, qui vont réussir et qui vont surtout se démarquer des autres. C'est ça qui est le plus important. Et voilà, je dis ce point et tu l'as bien complété pour dire qu'il n'y a pas un bon conseiller, c'est pas simplement le fruit d'un bon marché. Hein, je crois que c'est important. Et 2013-2014, avec la carte Safety, et malgré le fait que c'était déjà un des réseaux les plus importants, un réseau très peu connu. On était 200 quand j'ai commencé, on est 5500 maintenant, donc 200 personnes. Avec des malgré ça, etc. Malgré ça, oui. J'y suis arrivé quand même. On peut, bien sûr. La première année, dans un marché très difficile. 2013-2014, regardez les nombres de transactions, c'était pas des très bonnes années. Donc c'est possible. Tu dis, après je suis passé à d'autres techniques, notamment la technique de prescription. Donc, tu t'es appuyé sur un réseau d'apporteurs d'affaires, je pense que c'est ça que tu veux dire. Oui. Tu peux nous expliquer concrètement les personnes que tu allais voir, tu allais voir le fameux boulanger Ouais, après c'était tous les commerçants qui étaient autour de chez moi, mais c'est surtout après je suis rentré dans des réseaux d'affaires. Je
je sais pas si on peut citer les noms. Non, on peut citer ou pas les citer, je sais pas. Enfin, bon, moi je suis pas dans des groupes type BNI ou autres. C'était des groupes locaux de ville en fait, d'entrepreneurs indépendants, et du coup il y avait une synergie, et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes premiers prescripteurs. Après, dans ces personnes-là, c'était des sphères qui étaient en lien avec ma profession. Donc il y avait des entreprises du bâtiment, il y avait des assureurs. Donc des personnes qui gèrent aussi les patrimoines, des gestionnaires de patrimoine, architectes, géomètres. Voilà, ce sont des sphères qui sont complémentaires avec notre activité, et du coup, ils peuvent avoir des demandes. Décorateurs d'intérieur, voilà, toutes ces choses-là. Tu as fait la démarche de rentrer dans ces clubs. Oui, voilà. Et c'est comme ça que tu as dit. Oui. Après, j'ai commencé, on se présentait tous, et à force de se voir une fois par semaine, ça crée des liens. Ouais, c'était une fois par semaine, voire une fois par mois. Non, pardon, j'exagère. C'était pas une fois par semaine, c'était une fois par mois. Et puis, de fil en aiguille, après, le réseau s'est fait comme ça, quoi. Est-ce que les agents immobiliers traditionnels, ils appartenaient à ce type de réseau? Non, j'en avais pas. J'en avais pas beaucoup. Ouais. J'en ai eu certains, mais non, finalement peu. Ouais. Ok, la plupart, c'est pas l'effort. Pas l'effort ou pas le besoin, parce qu'ils avaient peut-être la notoriété. Justement, le fait de devoir se créer un réseau fait qu'on rentre dans ce genre de club, parce que malgré tout, ça peut être contraignant. Il faut aller entre 19h et 20h, voire 21h. Ça avait un coût aussi, c'était un coût d'adhésion? Non, le coût n'était pas énorme, c'était un abonnement. Je me rappelle plus le prix. C'est plus le temps, et je peux comprendre qu'il y a des personnes qui ont des familles à gérer, et qu'avec les enfants, est-ce qu'on peut se permettre d'aller le soir traîner un petit peu? Une fois par mois. Une fois par mois, ça va. Ça paraît. Non, voilà, exactement. Non, mais c'est un très bon exemple, je trouve, pour les gens qui nous écoutent, de dire, parce que nous, on essaye beaucoup à la Maison des mandataires. Je sais que tu es un de nos lecteurs, de parler de cette importance de cultiver, d'animer son entourage. Quand il y a des clubs qui existent, ça facilite le travail. Il n'y a plus qu'à aller dedans, se faire copain avec tout le monde. Après, c'est sûr que dire ça, c'est facile. Oui, on peut se faire copain avec tout le monde, mais c'est sûr qu'après, si on a plusieurs mandataires ou plusieurs collègues qui rentrent dans le réseau, ça peut aussi créer des tensions et des animosités. J'ai eu cette chance de pas l'avoir, mais ça aurait pu aussi se passer comme ça. Et est-ce que j'y serais resté? Peut-être pas forcément, je sais pas. Mais en tout cas, ça coûte rien d'essayer de se renseigner et de voir comment ça existe. Moi, je connais même des mandataires qui ont carrément créé leur propre réseau d'affaires pour justement être maître de savoir qui rentrait pas. Et là, il passe du temps, mais derrière, je sais que pour certains, ça marche très très bien comme ça. Donc, why not? Il n'y a pas de secret. De toute façon, les gens, je crois que c'était. Enfin, j'imagine que dans le club dont tu parles, c'était ça. Moi, je suis aussi dans beaucoup de clubs immobiliers divers et variés. Si vous apportez quelque chose aux gens, aux diagnostiqueurs, aux courtiers, ils viennent. Oui. Ils passent un bon moment, ils apprennent un truc. Je sais pas, chacun prenait la parole un peu. Voilà, c'est ça. C'est juste pour expliquer aux gens qu'il n'y a rien d'exceptionnel. C'est pas du jonglage avec des trucs en feu. Non, c'est du local, quoi. C'est vraiment de l'extra local, et essayer de travailler en tant que locaux sur nos secteurs. Ça t'a beaucoup aidé à développer. Et ça aide bien à développer. Ouais, ça m'a bien aidé. Même pour tout te dire, en fait, j'en suis sorti au bout de 3 ans. Alors qu'on pourrait croire que j'y suis toujours, mais ça fait depuis maintenant 6 ans que je suis en roue libre. En tout cas, je suis plus dans un club d'affaires. Maintenant, mon réseau, en fait, je suis arrivé à l'avoir sans ça. Et surtout, la plupart de mon réseau s'est créé en dehors de ça. Donc, ça m'a mis le pied à l'étrier, si tu veux, ce réseau-là. Après, derrière, voilà, c'est le relationnel que les gens peuvent avoir, et la faculté et la capacité à créer du lien, en fait. Et ça, malheureusement, c'est pas quelque chose qui s'apprend. C'est le savoir-être, le savoir-vivre, et l'écoute, surtout très important. Pas tout le temps parler de soi. Et c'est surtout, est-ce que les gens sont à l'aise ou contents à échanger avec toi, voilà. Et finalement, ça se fait tout seul après. Tu parlais de la technique des biens vendus aussi, qui était une technique de prospection qui a mis en place. Oui, après ça c'est un truc assez classique que je pense que tout le monde pratique. Voilà, il faut marquer son territoire en insistant, voilà, quand on fait des opérations. Toi, tu fais beaucoup par les réseaux sociaux, ça me fait une transition. Maintenant, je le fais plus par les réseaux sociaux, je fais plus sur le digital depuis 2-3 ans, c'est vrai. Je fais de moins en moins de prospection physique, mais je ne dénigre pas ça. Je trouve que c'est bien de le faire. Mais moi j'ai construit ma notoriété plutôt sur de la prospection de terrain que du réseau social, puisque de toute façon voilà, tout ce qui est Facebook, Instagram, finalement, alors Facebook c'est un peu plus vieux, mais Instagram un peu plus récent. J'ai pas eu besoin de trop de ça pour développer. Tout ce qui est digital, pour moi, je trouve que c'est en plus, mais on est plutôt sur du terrain pur, quoi. C'est vraiment le physique, le contact avec les gens, et c'est ça que les gens ils aiment finalement. Mais malgré tout, on peut en parler après si tu veux, bien sûr, derrière, mais le digital et le format vidéo exceptionnel, donc ça marche très bien aussi, c'est pas mal. Sur Instagram, toi, on te suit, beaucoup je pense te suivent, et puis pour ceux qui nous écoutent, on mettra je pense le lien Instagram en bas de la vidéo, mais c'est facile avec ton prénom et ton nom de te retrouver. T'es assez suivi maintenant? Oui, alors j'ai pas un des plus gros comptes Instagram par rapport aux autres professions, parce que je l'ai vraiment trop développé, et que malgré tout, en tant qu'indépendant, c'est très chronophage.
Donc la création de contenu, pour moi, ça me prend du temps. Et puis voilà, je préfère m'accorder du temps sur vraiment mes rendez-vous, mes clients. Mais oui, c'est un compte qui est de plus en plus suivi par pas mal de confrères d'ailleurs. Et ça me génère du business, ouais, carrément. Donc Tes contenus, c'est beaucoup de vidéos. Tu partages beaucoup de ce que tu moi, c'est fais pas mal de stories. Je fais plutôt des stories. J'aime bien parce que c'est du spontané. Il y a pas trop de montage. Et le montage, moi, ça me fatigue un petit peu. C'est compliqué à faire pour moi. Donc, c'est plutôt des trucs spontanés, stories. Les gens suivent. Ça se passe plutôt bien. Et puis, j'essaye de donner une vision plutôt réaliste du marché. Si jamais j'ai des échecs, j'aime bien le dire. Si ça marche, ça marche. Voilà, quoi. C'est pas tout le temps, j'ai vendu, je suis chez le notaire, je suis là. Il faut que ça soit quand même réaliste et c'est un métier qui est quand même difficile, faut le dire. Et c'est un métier où on est dans des ascenseurs émotionnels en permanence. Donc, c'est ça la réalité. Et même pour des gens qui performent. Peut-être 2 questions pour finir cette première partie. Une première, donc tu es le meilleur vendeur safety. Je crois que ton chiffre d'affaires il est public. Oui, 726 000 euros. 726 000 euros, je le répète parce que chacun ait bien entendu. Donc 726 000 euros sur une seule année. Ça représente combien de ventes? C'est 41 ventes. 41 ventes, donc c'est un très bon marché. C'est pour ça que voilà. Mais Après, je suis sur un panier moyen de bien haut de gamme, mais voilà. Après, chacun pourra faire le calcul de la commission moyenne. Elle est pas loin de 20 000 euros. oui, c'est ça. Entre 15 et 20 000 C'est euros. 18 000, je crois, ou je sais plus. Ouais. Enfin, donc c'est très élevé par rapport. C'est plutôt le double que de la moyenne du marché, mais il faut quand même faire les 41 ventes. Sur le sujet vraiment technique sur le sujet des techniques de prescription, des techniques de vente, quand tu regardes tes performances et que tu regardes les gens dans le réseau qui font moins, où est-ce que tu te dis ça, je pense que je le fais mieux, ça, je pense que je suis plus efficace, où est-ce que tu fais la différence par rapport à des gens qui réussissent mais qui ne réussissent pas aussi bien? Je sais que c'est pas facile. Ouais, non, je sais, c'est très simple en fait. Moi, je pense qu'il y a quelque chose où j'excelle, je pense, c'est la négociation de mes honoraires, la défense de mon barème. Pour t'expliquer, je suis un petit peu plus cher que mes principaux concurrents dans ma ville, des très grosses agences. Les ordres de grandeur, pour nous donner juste... un demi% en plus. Ok, donc toi, t'es plutôt à 4. Je suis à 3,5 moi. T'es à 3,5 là où le marché est plutôt à 3. À 3, ouais. Et même en dessous, en ce moment, c'est les TTC. Le marché, pour moi, mes plus gros concurrents sont entre 2,8 et 3. Et ils sont pas mal dans ces eaux-là. Certains sont à plus, mais je suis à 3,5. J'arrive facilement à défendre mes honoraires et je rentre aussi sur des produits qui sont très difficiles d'accès. C'est les produits à plus d'1 million d'euros, produits un peu plus haut de gamme. Et pour un mandataire, faire la différence par rapport à des agences type Barnes ou des agences de renom qui sont spécialisées dans le luxe, je pense que c'est pas accessible à tout le monde, mais c'est l'issue après d'un discours qui est travaillé, qui est mûri, puis une expérience maintenant au fil des années où j'ai constitué maintenant une certaine crédibilité qui fait que j'arrive à avoir accès à des biens qui seraient plus difficiles pour un mandataire qui débute de rentrer, c'est sûr. Donc ça fait une énorme différence. Mais ça, par contre, c'est sûr qu'en première année, je rentrais pas sur des biens à 1 million d'euros, quoi. Moi, la première année, quand j'ai commencé en mandataire, je rentrais sur des produits entre 100 000 et 350 000 euros. Et j'ai fait exprès. J'ai fait exprès parce que je voulais pas aller trop haut et j'avais peur forcément de passer pour un amateur ou un incompétent sur les produits type haut de gamme. Mais maintenant, quand j'arrive, j'ai une énorme confiance en moi, sans être trop arrogant bien sûr, mais je peux être très convaincant et une agence haut de gamme ne me fait pas peur personnellement et surtout je prends en plus ces mandats en exclusivité et mon chiffre d'affaires est réalisé à 100% par des mandats exclusifs. Ça aussi c'est important. Ça c'est très important, je travaille pas sur des mandats simples maintenant. Alors, je retiens 2 choses, enfin, je vais poser une question, mais l'idée effectivement, notamment sur ceux d'entre vous qui sont dans des marchés où les prix de l'immobilier peuvent être assez élevés, commencer par des biens moyens de gamme avant de passer sur le gamme, c'est plutôt un bon conseil. Ouais, moi c'est comme ça que je l'ai fait. C'est ce que fait beaucoup de gens qui top performent. Alors ne passez pas à côté du super truc si vous avez l'occasion de le faire, mais concentrez vos efforts de prospection sur des biens qui sont peut-être plus accessibles. Ça m'amener à mon conseil. Vous aurez plus d'indulgence, je pense, de la part des vendeurs que si vous rentrez sur du haut de gamme avec des grosses commissions, ils seront moins exigeants et ils auront plutôt envie de vous faire confiance que aller voir directement les gros produits où les gens sont très exigeants. Ils vont demander énormément de références. Et puis, si vous les avez pas, vous avez aucune chance, quoi. Donc, enfin, on sait jamais, mais. Alors, sur ta capacité à défendre tes honoraires, le montant de tes honoraires, je prends un exemple. Moi, j'habite, imaginons, à Asnières. Je vais vendre un logement à 700 ou 800 000 euros. C'est un cas théorique, hein, je précise. Ouais. Je viens de voir un Century 21 à Guy Hockey qui m'a fait une offre à 2,8 ou 3%. Et puis, je ne te connais pas. Ouais. Voilà, on m'a parlé de toi, mais vraiment une connaissance assez lointaine. Et toi, tu arrives et tu me dis c'est 3,5. Bon, moi, je vais te dire, vous êtes trop cher, hein, monsieur Maton. Comment tu défends concrètement? C'est quoi les arguments que tu mets en avant pour dire non, ça vaut bien 3,5? Ouais, déjà, je leur dis, si je suis trop cher, quels sont
les services qui sont pris en compte dans les honoraires de mes concurrents. Essayer de Vous êtes comprendre. passé par qui? Voilà, alors, parlons clairement, vous avez consulté qui? Et s'il veut pas me dire que ça vous regarde pas, je lui dis, bah, alors dites-moi quel est le montant d'honoraire. Mais dans ce cas-là, tu vas me dire, de 8, de 5, ou tu peux même, pour me titiller, tu peux me dire, j'ai une agence à 5 000 €. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Après, c'est très simple. Je leur dis, écoutez, moi, dans mes honoraires, je vous vends du service et je détaille toute mon offre de service, qui serait longue à expliquer ici parce que je fais vraiment beaucoup de choses. Quelques exemples, mais c'est surtout peut-être. la compétence. Les exemples, alors les trucs classiques, diffusion, etc. Moi, je fais de la vidéo de biens, je fais du suivi client et surtout, en fait, c'est la manière dont j'apporte les mandats à mes acheteurs. C'est que je passe du temps pour les appeler un par un. Je fais beaucoup de off-market. Et le off-market, si tu veux, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur pour un vendeur puisque c'est ce qui va permettre d'avoir les meilleurs acheteurs sans risque de rétractation et souvent sur des offres au prix sans négociation. Parce que tu as un réseau d'acheteurs potentiels. Maintenant, au bout de 9 ans, maintenant, si tu veux, j'ai... Voilà, exactement. Et c'est ça ma plus grande force, c'est que maintenant, avec le nombre d'années que j'ai et le fichier acquéreur que j'ai plus vraiment besoin d'Internet pour vendre mes biens. Donc, en fait, cette valeur-là, je leur dis, mais finalement, moi, l'estimation que je vous remets aujourd'hui, monsieur, je comprends pas parce que moi, je la fais en me basant sur un net vendeur. Donc, une agence qui va vous faire une estimation, finalement, elle va vous vendre un net vendeur. Donc, que vous ayez une agence à 2,5 ou 3,5% ou 4%, finalement, vous, ce qui compte, c'est votre net vendeur. Donc, quel serait le problème à signer ces honoraires plutôt qu'une autre? Donc, après, ta réponse, elle va être, oui, effectivement, si on le voit comme ça, c'est le même net vendeur. Mais dans ce cas-là, est-ce que je peux pas gratter un petit peu plus de net vendeur en réduisant vous, votre com? C'est ça qui est intéressant. Et oui, mais vous pensez bien qu'un acheteur, quand il va regarder un prix de vente, il va se référer à d'autres produits, il va regarder d'autres choses. Et puis peut-être qu'il va aller sur le site des impôts, il va peut-être aller regarder un petit peu les prix net vendeurs qui sont consultés. Il a peut-être des amis notaires ou des personnes qu'il connaît qui pourraient lui donner les prix moyens net vendeurs de ce quartier. Donc finalement, la négociation, vous allez la subir quoi qu'il arrive. Donc finalement, ça va pas trop vous concerner. C'est plutôt mon affaire. Est-ce que mes acquéreurs sont OK pour payer ce prix-là? Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, à voir. Et ça vaut 3,5. Après, je dis pas que je suis fermé à des négociations, mais la négociation s'ouvre à partir du moment où il y a un défaut de conseil, où je me suis trompé sur quelque chose. C'est-à-dire, je les aiguille sur une mauvaise estimation. Ça m'est arrivé à quelques reprises, sur des biens très atypiques, et là, j'accepte de les accompagner sur une baisse, qui est tout à fait normale. Après, mais ça passe généralement plutôt bien. Et puis bon, maintenant, c'est sûr que j'arrive à appuyer mon autorité par rapport à mes résultats et le fait que je sois numéro 1 France l'année dernière. Puis surtout que ça fait, maintenant, ça fait 7 ans que je suis dans le top 5 de mon réseau, un réseau de 5500 personnes. Là, c'est la force du réseau qui compte pour moi et je suis content d'être dans un réseau national comme ça, puisque ça m'appuie une crédibilité. Donc, j'ai une autorité naturelle par rapport à ça et les gens l'acceptent plus facilement. Et vraiment, c'est pas un souci pour moi. Les gens signent ça et j'y arrive sans trop de difficultés. C'est quelque chose que ta performance, c'est quelque chose que tu cites toujours au premier rendez-vous sans être trop Non, arrogant. voilà, c'est ça. Il faut faire attention, faut pas trop se la raconter. Je commence pas avec ça. Je leur dis à la fin, généralement, en fait, moi, j'ai plusieurs étapes dans ma découverte vendeur. Ouais. La partie présentation, c'est celle que je fais à la fin. La partie que tu fais à la fin, c'est les questions-réponses. Mais la partie, oui, je me présente. L'idée, c'est quand même se vendre, donner ses références. Qui vous avez en face de vous, surtout que les gens ne nous connaissent pas forcément. Et moi, à premier treat, je leur dis toujours, je suis sûr que vous avez jamais reçu un seul flyer de ma part dans votre boîte aux lettres. Et ils vont me dire effectivement, oui, parce que j'ai pas besoin de ça pour travailler. J'ai pas besoin de ça pour avoir ma notoriété. Et les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est que sur du bouche à oreille, c'est que sur du réseau. Je fais partir des meilleurs professionnels de votre secteur. C'est comme ça que tu l'amènes. Et c'est comme ça que je l'amène. Et les gens, en fait, je crée en fait une envie en fait de se dire, tiens, lui, il est off, on le connaît pas, il est invisible, mais pourtant il a ces résultats-là. Peut-être que ça vaut le coup, quoi. Et en fait, c'est assez subtil, ça se passe comme ça. Merci Benoît pour cette première partie. Je pense qu'on merci, j'espère que j'ai pu répondre à ce que tu... je pense que ça intéresse beaucoup les gens qui nous regardent. Ouais. Non, mais je pense que tout le monde a pu comprendre comment on passe de 7 ventes, 6 ou 7 ventes par an à 40 ventes par an. On voit que les techniques sont pas tout à fait les mêmes. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit. Ouais, après, c'est large, hein, c'est difficile de tout expliquer comme ça. On voit que le mandataire de Benoît de 2012, c'est pas exactement le même que celui d'aujourd'hui. Il a adapté ses techniques, il les a. C'est ça, ouais. Il les a améliorées. Oui. Et beaucoup d'échecs qui permettent de rebondir. Ouais. Bon, on parlera un peu d'échecs dans la deuxième partie. Très bien. Où on parlera effectivement de ton parcours entrepreneur. On parlera un peu d'immobilier peut-être, mais notamment on parlera de ton équipe que tu as constituée, comment tu essaies de partager la culture qui est la tienne. Donc rendez-vous tout de suite pour la deuxième partie de ce premier épisode avec Benoît Maton du réseau Safety.
Nous sommes de retour dans ce premier épisode de notre nouveau format, dans la tête d'un top vendeur, avec Benoît Maton du réseau Safety, qui, dans la première partie, a pu nous faire part de ses techniques, de son parcours mandataire, de ce qui semblait être peut-être ce qu'il faisait un petit peu mieux que les autres, un peu mieux que la concurrence, et pour expliquer pourquoi Benoît a fait une si belle année 2021 et puis des années précédentes qui étaient aussi de très bon niveau. Je le redis, Benoît est le top vendeur, le meilleur vendeur en 2021 du réseau Safety, qui compte juste 5500 personnes, donc c'est pas une performance anecdotique. Et dans cette deuxième partie, je vais m'intéresser plutôt à Benoît l'entrepreneur, parce que derrière un mandataire, il y a toujours un entrepreneur. Et il y a quelques problématiques des mandataires qui sont des vraies problématiques d'entrepreneurs. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est parmi les difficultés ou les éléments moins faciles de la vie d'entrepreneur, la solitude, le découragement, le fait d'avoir, je le dis souvent à cette caméra, un entrepreneur, c'est 3 bonnes nouvelles, 3 mauvaises nouvelles par jour. C'est vrai. Et ça, alors, ça, une année, avant, ça va être 4 et 2 ou 2 et 4, mais il y a pas de semaine sans mauvaises nouvelles quand on développe. Alors, au début, maintenant, un peu moins, mais oui, c'est vrai qu'il y en a toujours. Comment on gère la solitude? Je crois que pour toi, c'est moins un sujet, mais Non, moi, j'ai pas forcément de soucis par rapport à la solitude, parce que je suis déjà fils unique, donc j'ai toujours l'habitude d'être un peu seul et ça me convient bien. Et puis voilà, travailler de mon domicile, c'était plutôt un truc avec lequel j'étais à l'aise. Tu veux dire quoi par rapport à certaines d'autres choses qui seraient difficiles pour moi ou quand t'as commencé, j'imagine quand même que aller prospecter tout seul, attendre des réponses seul, t'as pas l'équipe qui va te motiver. Oui, c'est vrai que je suis pas rentré forcément en équipe. J'avais pas beaucoup de personnes sur qui me référer, hormis le siège qui était là, bien sûr, et ça c'est très bien. Non, je me suis fait une carapace. J'ai bien géré. Je savais que ça faisait partie du job et qu'il fallait de toute façon avancer comme ça. Donc moi, ça a plutôt bien fonctionné sur ça. Les choses qui étaient un peu plus difficiles pour moi, c'est ce que j'aime le moins, c'est l'administratif. Ça, je pense que pour beaucoup, je déteste tout ce qui est papier. Ça, c'est pas arrangé. Donc ça, c'est pas arrangé. Ouais, c'est même pire maintenant parce que forcément avec les gros chiffres vont les grosses comptas. Mais à part ça, non, le reste, la vie d'entrepreneur. Moi, elle me convient bien, quoi. En tout cas. T'étais salarié dans l'hôtellerie avant? Oui, j'étais salarié, voilà. Cadre, salarié. Il y a bien un jour où, la veille, on était salarié, puis le lendemain, on est entrepreneur, le jour où on bascule. Comment toi, même si on sent cette énergie que tu as et cette faim, et t'as pas d'autre choix que de réussir, tu l'as dit, et ça a été un de tes moteurs. Comment on se met un petit coup de pied aux fesses le premier matin? Et surtout, comment on se met un coup de pied aux fesses le lendemain d'un petit échec ou le lendemain d'un mandat qu'on n'a pas eu, dans une période de découragement? Comment on rentre fatigué le soir, mais on est motivé le lendemain matin? Forcément, il faut encaisser. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est des ascenseurs émotionnels. Donc, on encaisse une mauvaise nouvelle. Je vais pas vous dire prenez un Guronzan et c'est parti, quoi. Il n'y a pas de solution. Moi, comment j'encaisse? Je fais la gueule pendant la journée. Je suis énervé toute la journée. Je dors et le lendemain, ça va mieux, quoi. Je passe à autre chose. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir un esprit positif en permanence. Et il faut pas se faire ronger par la culpabilité, les remords. Mince, j'aurais dû faire ça comme ça. Bien sûr qu'on se le dit parce qu'on est des humains et que forcément on analyse nos échecs et c'est bien d'analyser d'ailleurs pour pas reproduire. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. Mais il faut rebondir, quoi. Faut pas rester sur du négatif. Ça fait partie de l'apprentissage, donc. Non. Et t'encaisses les mauvaises nouvelles en 2021 comme tu les encaissais en 2012 ou t'as une forme de résilience maintenant et Ouais, j'ai l'habitude. En fait, ça m'atteint moins, mais ça m'atteint moins. Tu sais que c'est la rançon de l'avoir. Tu sais que si on développe beaucoup, forcément, on a aussi des échecs. Moi, je garde toujours cette image quand le lion part à la chasse, il échoue 9 fois sur 10 avant de réussir à attraper sa proie. Même si j'aime pas trop le mot proie, mais et même le lion, il passe son temps à échouer. Voilà, il passe plus de temps à échouer qu'à réussir, donc c'est vraiment ça. Et je reprends aussi l'iceberg en vous disant que vous avez la partie émergée, la partie immergée. La partie immergée, c'est la plus grosse, c'est celle où il y a les échecs. La partie émergée, celle que vous mettez en avant, c'est celle de vos réussites. Mais si on regarde bien la composition, bien sûr qu'il y a une part d'échec et de loupé. Donc et même encore là en 2021, 2022, je sais pas si tu as ces chiffres en tête, mais le nombre d'estimations ou allez, on va dire vraiment ouais, mais l'ordre de grandeur de vraiment tu pensais que tu allais l'avoir le mandat et tu l'as pas eu. Ça représente encore quoi, une fois par mois? Ça m'arrive. Ah oui, une fois par mois sûrement. Oui, après je tiens pas de compta sur ça, non, mais ouais, ça arrive hein. Même là le mois dernier, j'en ai pas eu 2 alors que je pensais les avoir. Bon, après j'en ai fait 15 hein, sur janvier, février, j'en ai eu 15. Il y en a 2 ou 3 que j'ai pas eu et que je pensais les avoir, donc ça arrive. À nous, c'est aussi quelque chose qu'on dit à cette antenne, c'est le plus important, c'est pas l'intensité de la déception, c'est la durée de la déception. C'est-à-dire que être très énervé, on peut être très énervé pendant 1 heure ou 2 ou une après-midi et aller faire autre chose parce que voilà,
Moi, j'ai un tempérament très impulsif. Je suis dans les couleurs, je suis rouge. Donc, effectivement, si je réagis à chaud, je peux faire des choses que je regrette. Donc, il faut surtout pas. Et je me connais. Mais l'avantage, c'est que maintenant, au bout de 10 ans de travail, je me connais bien. Et ce qui est important quand vous faites cette activité, c'est qu'il faut vraiment se connaître et savoir. Et il faut prendre du recul sur vos faiblesses et il faut voilà laisser passer les choses. Donc, je sais que quand j'ai des mauvaises nouvelles, que je suis très énervé. Première chose à faire, c'est de pas prendre mon téléphone, de ne pas réagir et de prendre une demi-journée ou même 1 heure ou 2. Des fois, ça fait du bien de pas être à chaud. Parce qu'après, on peut faire des choses qu'ils regrettent et on le regrettera et c'est pas bon. Et là, pour le coup, le négatif va amener du négatif. Et ça peut même vous desservir sur plus tard, alors qu'au bout de 2 heures, vous dire putain, j'étais con, j'aurais mieux fait de me taire et de rien dire. Ça va me desservir d'avoir réagi comme ça. Et moi, je sais qu'au début, j'étais comme ça, je prenais à cœur les choses. Puis moi, je suis méditerranéen, donc forcément, je vis les émotions au maximum, que ce soit dans la joie comme dans la colère. Voilà, on est un petit peu dans les extrêmes, mais maintenant, voilà, je sais faire la part des choses, je fais attention et ça se passe très bien comme ça. Donc, tu prends plus de recul. On sent dans ton tempérament, sinon tu peux être sûrement impulsif, mais tu passes vite à autre chose. Ouais. Parlons aussi de ce qui va bien et de ce que tu sais bien faire. Ouais. Je comprends que tu as une grande qualité, qui est ta capacité à rester focus. Ouais. Et quand tu as une stratégie, tu t'y tiens. Quand j'ai une guideline, ouais, je me dis, voilà, je me fixe des objectifs. En T'es fait, focus. focus. Et ça, concrètement, ça se traduit par quoi, si on devait avoir quelques exemples? Bah, moi, je me dis, ce mois-ci, il me faut 1 ou 2 mandats dans le mois, ou alors sous tel délai, je dois réaliser cet objectif. Alors une offre, on peut pas contrôler d'avoir une offre, mais moi, par exemple, je disais, je veux faire une vente par mois, je veux avoir un mandat par semaine ou 3 contacts prescripteurs par semaine. Il faut que j'aille rencontrer des gens et que je fasse des contrats prescripteurs. C'est ça. Et tant que je les ai pas, je sors dehors. Et qu'il pleuve et qu'il neige, je ne déroge pas à ces objectifs. Et c'est une forme de rigueur. Ouais, je m'applique cette rigueur. Ouais, et franchement. C'est plutôt salvateur, enfin c'est plutôt bénéfique. Le fait d'être resté aussi sur un territoire que je comprends pas, d'ailleurs tu nous disais hors antenne que tu avais refusé un mandat parce que c'était un peu loin de ton territoire, c'est aussi une façon d'être focus pour toi? Ouais. C'est que pour toi, un des risques, c'est d'aller prendre tout et n'importe quoi, n'importe où. C'est la solution de la facilité, mais forcément, c'est difficile de dire ça parce que quand on est au démarrage, il faut prendre parce qu'on a besoin de payer ses factures et que malgré tout, les gens qui rentrent dans cette activité, peut-être qu'ils ont des dettes, il y a un crédit immobilier, il y a une famille à nourrir. Donc, moi, je blâme pas ces personnes-là et je comprends. Et je donne pas de leçons et je dis pas, le faites pas. Mais ceux qui peuvent, serrez au maximum sur votre lieu d'habitation. Et si jamais vous faites 1 ou 2 affaires hors secteur, soit, mais essayez d'éviter de faire ça. Et quitte à même travailler avec des collègues de votre réseau, vous faites des accords entre vous. Nous, voilà, chez Safety, on fait pas mal d'accords. On appelle ça des accords team, des transactions intermandataires. Donc, on rétrocède 20-80 chez nous. Voilà. Donc, mais je juge pas la situation. C'est pas pour tout le monde. Et on a la liberté dans notre réseau de faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de jugement et le siège ne va pas donner des directives en disant c'est comme ça et pas autrement. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais ce que je retiens, c'est que pour ceux qui le peuvent, et au fur et à mesure qu'ils gagnent en expérience, arrivent à rester focus sur un territoire, qu'on laboure, ça a été ta stratégie, et manifestement, elle est évidemment gagnante. Et surtout qu'au bout de 9 ans, je me rends compte que y a beaucoup de turnover dans les professionnels qui sont sur les secteurs. Donc, ce que je constate maintenant au bout de 9 ans, c'est que les acteurs qui étaient mes concurrents il y a quelques années ne le sont plus aujourd'hui. Ils ont quitté ce secteur-là ou ils sont sur autre chose. Et c'est intéressant pour moi parce que je me dis, moi qui suis là depuis 9 ans, j'ai un boulevard en fait. C'est que niveau notoriété, on devient quasiment imprenable parce que ça peut être que des nouveaux acteurs qui vont être peut-être challengers, ils vont peut-être être dynamiques, ils vont avoir très envie, ils vont être très actifs. Mais ils pourront jamais enlever l'expérience d'un conseiller qui prospecte son secteur depuis 9 ans. Donc, si vous êtes sur vos premières années et que vous êtes toujours sur le même secteur, imaginez-vous ce que vous allez récolter dans 5-10 ans, quoi. Et la notoriété que vous allez asseoir, elle sera quasiment intouchable si vous êtes aussi régulier et rigoureux. C'est un actif qui n'a pas de valeur, enfin, qui a une valeur considérable et c'est amusant de voir que maintenant, voilà, sur certains secteurs, des acteurs ne sont plus présents ou moins et voilà. Mais je pense que ça, c'est partout pareil. C'est pas qu'Anières, je suis persuadé que ça peut se constater de partout, puisque forcément, les gens sont des êtres humains, donc il peut y avoir des mutations, des déménagements, ils peuvent en avoir là, et forcément, hop, ça bouge. Je sais que chez Safety, c'est une des stratégies, une des valeurs du groupe aussi, d'accompagner et d'aider leurs conseillers à rester focus sur leur territoire, sur leur technique, sur leur stratégie. Exactement. Les mandataires sont très sollicités pour des nouveaux outils, pour aller sur des nouveaux territoires, pour changer de réseau. Il y a plein de tentations. Nous, c'est comme ça qu'on le ressent. Ah ouais. Et on sent qu'il y a quand même une vertu de ceux qui disent non, mais moi, j'ai mon chemin, j'ai mon objectif de l'année et je m'y tiens et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, comme tu disais, je le fais. Il y a une autre qualité qui, je pense, est la tienne, c'est une grande capacité à inspirer confiance. Ouais. On le sent, tu vois, que
c'est juste dans lequel tu es bon. Comment toi tu prépares un rendez-vous avec un prospect sur un bien où tu te dis, je sais pas, c'est stratégique pour toi, c'est important de l'avoir, c'est une grosse commission, c'est une grosse valeur. C'est quoi pour toi la façon d'inspirer confiance? C'est d'être très transparent, c'est d'expliquer ce que tu fais. Enfin, voilà, c'est de dire des choses qui sont pas forcément dans mon intérêt, de manière très objective. Par exemple, un vendeur m'interroge pour faire une estimation d'un bien qu'il a en location. Il me demande est-ce que je dois le vendre, ou alors il y a 2 jours j'étais sur une estimation où les personnes hésitaient entre vendre ou le mettre en location. Eh ben, je vais leur donner les deux points forts et 2 points faibles de chaque méthode, et c'est à eux de venir à la conclusion. Mais même si la transaction t'intéresserait à court terme. Moi, la transaction m'intéresse, donc forcément, quelqu'un qui me demande est-ce que la location c'est quelque chose que je devrais faire, j'ai tout intérêt à dire non. Mais malgré tout, de temps en temps, ça peut être oui. Donc il y a un mois, je leur ai dit ne vendez pas. Je vous conseille pas de vendre. Mettez-le en location, parce que le prix d'acquisition que vous avez fait sur ce bien-là et le loyer que vous en dégagez, vous avez un seuil de rentabilité qui est exceptionnel, donc vous aurez du mal à trouver un produit similaire. Donc ne le vendez pas, même si je devrais vous dire vendez-le, parce que je gagnerai une transaction et un mandat exclusif. Et ça, les gens, ils apprécient. Et je sais que la semaine dernière, cette personne m'a recontacté, elle m'a dit mais j'ai autre chose pour vous, et j'ai gagné une affaire comme ça. Donc pour moi, c'est la transparence. C'est pas forcément de travailler dans les intérêts dans mes intérêts. Donc j'essaie d'être transparent et d'être franc avec eux, et je les caresse pas tout le temps dans le sens du poil, parce que ça, c'est quelque chose que malheureusement je trouve dessert. Dans les autres qualités d'entrepreneur, t'allais parler de la résilience. La résilience, ben voilà, oui, c'est effectivement la capacité à remonter sur un échec, fixer sur ses objectifs, être tout le temps sur des objectifs de plus en plus compétitifs. Donc moi, j'aime bien chaque année monter un petit peu la barre plus haute, et c'est ce qui est le cas depuis 9 ans de toute façon, puisque je suis arrivé à ce chiffre d'affaires là, mais ça fait 2-3 ans que j'ai passé le cap des 500 000, 450, 500. Donc bon, cette année, voilà, je suis sur d'autres objectifs. Je vais pas forcément dépasser ce chiffre-là, et je pense de toute façon, en toute franchise, que la conjoncture immobilière ne le permettra pas. Mais c'est ça, quoi. C'est vraiment les objectifs, la motivation, d'être bienveillant avec les gens. C'est très important. Ça fait partie de mes valeurs de base. Et les gens le ressentent sûrement, quoi. Donc voilà. Comment est-ce que tu arrives à infuser tes valeurs, ta culture? C'est plus compliqué de partager sa culture. Déjà, de base, les personnes que j'entretiens pour rentrer dans mon équipe, je m'assure déjà de certaines choses. C'est que je ne prends pas tout le monde. Il faut que les personnes aient les valeurs qui me correspondent. Et ça va être surtout les valeurs humaines, de bienveillance, d'équipe, de partage. Alors, c'est des grands mots, et tout le monde dit on a ça, mais finalement, avec le recul, on se rend compte que, voilà, des fois, pas tout le monde est dans cet esprit-là. C'est un métier où il y a beaucoup d'argent en jeu, donc on peut avoir aussi affaire à des personnes qui sont un petit peu plus égoïstes, etc. C'est important de penser à soi, c'est important, mais je fais attention déjà au profil. Comment tu les drives? Comment je les drive? En fait, nous on a un groupe WhatsApp. J'anime en fait des groupes, enfin surtout ce groupe-là. Ouais. On se réunit 1 fois par semaine chez moi pour ceux qui veulent. J'impose pas. Donc on est entre 5 et 10. Voilà. Ça tourne, c'est pas toujours les mêmes. C'est souvent les mêmes, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai plusieurs personnes de différents niveaux, et à partir du moment où les personnes sont autonomes, elles sont moins présentes à ces rendez-vous-là. Mais voilà, c'est complètement participatif. C'est pas des réunions obligatoires, mais justement pour celles qui sont en démarrage. J'ai généralement, toutes celles qui viennent de démarrer, elles sont avec moi, et j'en ai certaines maintenant, ça fait 1 an ou 2 qui sont autonomes et qui font plus de 150 000 € de chiffre d'affaires. Je leur ai transmis ce que je savais, donc c'est des personnes maintenant qui vont faire du 200, 300, 400. Enfin voilà, moi vraiment, l'avantage avec moi, c'est que vu que je suis parti de rien, j'ai quasiment un tableau de développement de 0 à 10 ans. Donc en fait, j'ai une guideline sur 10 ans. Qu'est-ce que vous devez faire sur 10 années pour arriver à ça? Et il y a qu'à suivre. Donc les gens après ils y viennent pas à ces réunions. Pitch, prospection, développement de notoriété. Qu'est-ce que vous devez faire comme opération de communication? Qu'est-ce que vous devez pas faire? Parce que forcément c'est un métier, on est tenté par beaucoup de choses, mais finalement qu'est-ce qui rapporte? Et beaucoup de gens se trompent. Focus et investir sur les bons supports, en fait, ceux qui vont vous générer du business, et pas ceux où on vous dit qu'ils vont vous générer du business. C'est pas vrai. Et c'est vrai que pour le coup, moi, j'ai tout essayé en marketing, et je sais qu'il y a des choses où j'ai perdu beaucoup d'argent, où j'ai pas eu de retour, et des choses où j'ai investi un peu moins d'argent, où j'ai eu beaucoup plus. Donc ça, c'est une énorme valeur. Bénéficier de cette expérience. Ouais, le but c'est en fait d'avoir un raccourci, plutôt que de commencer seul ou d'être avec des personnes qui ont un peu moins d'expérience. Les gens qui rentrent avec moi, vraiment de leur dire, plutôt que de prendre la nationale pour aller sur cette ville-là, vous allez prendre l'autoroute, ça va aller beaucoup plus vite. Et vu que vous avez de toute façon une autonomie financière qui est réduite, vous n'allez pas pouvoir vous permettre de prendre trop de temps pour réussir. Il faut que vous réussissiez rapidement pour vivre de cette activité, développer. Et donc ça, c'est tout l'intérêt de travailler, en tout cas, dans mon équipe.
Et le feeling aussi, c'est important. Hein. Enfin, voilà, faut que vous soyez avec des gens avec qui vous retrouvez les mêmes valeurs et le même feeling, homme ou femme, jeune ou moins jeune. C'est ce que je dis toujours. Moi, je suis modèle à mon niveau, mais il y a aussi d'autres très bons modèles de parrains dans la profession. Et il faut être bien avec les personnes, voilà, avec qui on est. Et moi, j'aime bien aussi avoir nous, dans le groupe, c'est très convivial. On rigole beaucoup. C'est très sympa. Il y a de l'humour. C'est pas que du boulot. Venez à 10h, à 11h. Déjà, je suis très peu scolaire. Je déteste ça. Moi, je suis plutôt un peu bordélique. Et puis, je suis méditerranéen, donc c'est très, voilà, comme ça. Mais c'est ça qui est important, c'est le feeling et c'est une bonne énergie, la bonne ambiance et ça donne envie. Et par mes résultats, je sais que les gens ont envie de se transcender, réussir et ça marche pour eux. Donc c'est top, c'est vraiment génial. Merci beaucoup Benoît pour partager un peu ces valeurs de l'entrepreneur que tu es et comment tu essaies de les partager avec ton équipe. Et je vais te poser une dernière question que je poserai à tous les gens qui viendront sur ce canapé, c'est est-ce que tu as un modèle d'entrepreneur, vivant ou pas, français ou pas, qui t'inspire et pourquoi, et auprès duquel tu as appris en écoutant des vidéos ou en lisant des bouquins? Ouais, alors bon, moi dans mon métier, un de mes premiers modèles, forcément, ça a été un des cofondateurs de mon réseau. Ouais. Bon, ça fait un peu lèche, mais bon, c'est pas grave. Ouais, il y a Marc Brimeux qui est un des cofondateurs, qui a été plutôt mon mentor, en tout cas dans la profession, qui vraiment, il représente vraiment ce vers quoi je tends, sur la réussite, la performance, la fédération des équipes, l'humanité, la bienveillance. Et ça, c'est pas mal. Et des fois, quand je franchis certaines lignes dans mon caractère, j'essaie souvent de me référer à lui et je vois un peu comment lui il compose. Et ça me permet de me réajuster. Donc ça, c'est bien d'avoir des modèles. Après, si on prend sur des modèles un peu plus gros, bien sûr, dans la tech, voilà, il y a certains parcours qui sont plus inspirants que d'autres et surtout des gens qu'on remarque. Elon Musk, chez Tesla. Je sais que maintenant, au niveau de ses automobiles, il est parti de rien. Il arrive à concurrencer des constructeurs tels que Renault, Peugeot sur le marché français, qui depuis des 16 ans, qui font des moteurs incroyables. Dans Apple, bien sûr, comme tout le monde, je pense que voilà, Steve Jobs a révolutionné aussi l'industrie. Mais ce qui est intéressant, voilà, des disrupteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont créé en fait des innovations et ils sont différenciés de leur concurrence. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il faut toujours que vous soyez différent de l'offre actuelle et de vos concurrents. Il faut trouver une créativité pour faire un truc que les autres n'ont pas et après surfer dessus, quoi. Alors, vous serez copié derrière, c'est sûr, malheureusement, mais au final, ce qu'on retient, c'est les premiers, quoi. Donc, voilà. Très important. Je voulais te remercier, Benoît, pour ces 40 minutes qu'on a passées ensemble. Je pense que c'était un plaisir d'être invité et d'être avec toi. Écoute, tu t'en sors très bien. Plaisir en interview, plus que moi. Mais... Merci, j'ai souvent été de l'autre côté. Donc ça très bien. Et puis, je donne rendez-vous aux gens qui nous écoutent pour le prochain épisode donc de ce format dans la tête d'un top vendeur. Ouais. Aujourd'hui, vous avez compris qu'on avait le top des top vendeurs avec Benoît qui est le principal vendeur ou le meilleur vendeur du réseau Safety et de ses 5000 conseillers. J'espère que ça vous a intéressé. On essaiera de refaire ce type de format avec des gens aussi d'autres réseaux. Peut-être on aura d'autres Safety aussi à un moment donné ici. Hein. L'idée, c'est que comme il y a pas un mandataire ressemble jamais à un autre mandataire. Donc, il y a des très bons de partout et dans différents domaines et il y a des très gros performeurs dans plein de choses et ouais. Et ça montre que c'est possible. Merci Benoît. Merci encore. Et à très vite pour une prochaine émission de la Maison des Mandataires. Au revoir. À très bientôt.